Bonjour, la vidéo qui suit est issue d'un long travail de recherche effectué par Thomas, un simple citoyen. La singularité de sa démarche est qu'il s'est efforcé de remonter à la source d'origine des informations. Ces vidéos ne prétendent pas délivrer de vérité. Elles sont mises au service du discernement de chacun. Pour en savoir plus sur ma démarche, je vous renvoie à la vidéo de présentation en lien dans la description. De quoi s'agit-il? La fraude fiscale dont on parle en Europe est 2 fois supérieure à la dette de tous les pays de la zone euro. 2 fois supérieure. Il faut comprendre ça pour les Français. Parce que normalement, ça devrait faire la une de tous les médias pendant des jours et des jours. La crise est résolue. Celui qui dirige l'Europe aujourd'hui, on ne va pas parler des Belges, on va parler des Luxembourgeois. Il a été 15 ans ministre de l'économie au Luxembourg, puis 15 ans Premier ministre. Pendant ces 30 ans-là, il a blanchi l'argent de 340 entreprises. C'est estimé à un total de 2400 milliards d'euros. Lequel dit aux Européens, ayez un budget en équilibre, les yeux dans les yeux, comme Cahuzac, ayez un budget en équilibre. Et il leur dit, ne dépassez pas. Pendant qu'il triche et que c'est lui qui fraude sur le budget qui permet qu'il ne soit pas en équilibre. On est quand même dans un système inouï. Je ne sais même pas comment les peuples européens ne se révoltent pas face à ça. You are certainly competent, you're a good operator. And there are 240 multinationals who all managed to avoid hundreds of millions of euros of corporation tax by paying 1 to 2% tax in Luxembourg during your term there as Prime Minister, who would testify that you're certainly a more competent operator than the man that went before you. Jean-Claude Juncker, il est en politique depuis 35 ans. Il a été ministre des Finances luxembourgeois, il a été Premier ministre. Il a donc créé cette niche dans son pays minuscule et il fait commerce des produits fiscaux d'autres pays. En réalité, c'est du vol. Parce qu'il y a 2 mécanismes. Il faut d'abord arriver à sortir les bénéfices, on l'habille de différentes façons des pays européens vers le Luxembourg. Premier stade. Deuxième stade, c'est le taxer au Luxembourg. Et donc là, on le taxe avec cet accord secret à rien du tout. Et ensuite, c'est parce que le Luxembourg a rendu beaucoup de services. Ils sont abrités, par exemple, pour la France, toutes les rétrocommissions sur les ventes d'armes. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on pose des questions un peu pointues à Jean-Claude Juncker, il répond à côté et il répond, si vous n'êtes pas sage, je vais publier ce que je sais sur les ventes d'armes français. La question que je me posais, c'est confier à quelqu'un qui a été ministre des Finances pendant 18 ans du plus grand paradis fiscal en Europe, la mission de lutter contre l'évasion fiscale, est-ce que ce ne serait pas finalement un petit peu comme désigner chef de police un braqueur de banque? Oui, enfin, on dit souvent que les braqueurs et les braconniers constituent dans nos services de police les meilleurs éléments. Mais à part, oublions cela. En Europe, chaque pays est le paradis fiscal de son voisin. Est-ce que vous êtes sûr et certaine que ce qu'on a appelé les tax rulings, donc les arrangements entre administration fiscale et entreprise, n'a pas eu cours en France? Moi, je suis certaine de rien. Enfin, je suis certaine de rien, c'est pour ça que je suis là pour vous... Je vous pose la question et vous enquêterez sur Je le ferai avec grand plaisir. Enfin, je vous dis d'ores à présent que ce que vous allez découvrir ne vous fera pas plaisir.
réalité, c'est celle-là. L'Europe s'oriente vers un paradis pour les multinationales, où les multinationales coécrivent les textes, s'opposent à la réglementation. Nous le voyons tous les jours à l'Union européenne. Comment est-ce que cela a été possible que l'artisan de ce vol organisé, qui se chiffre par centaines de milliards d'euros, a pu être nommé à la tête de l'Union européenne? C'est vraiment un mystère et nous l'expliquons. Jean-Claude Juncker est l'ami de tout le monde. D'abord, c'est quelqu'un de très sympathique, qui est dans le système depuis toujours, donc il a un côté humainement rassurant. C'est un petit pays et aussi bien l'Allemagne que la France ne souhaitent pas que le président de la Commission vienne justement du pays en face. Les Allemands ne veulent pas un Français et un Français ne veut pas un Allemand, par exemple. Donc les petits pays ont l'avantage de ne pas faire peur. Les mécaniques d'évasion fiscale sont souvent les mêmes. Créer une société A dans un pays avec une fiscalité normale, puis une filiale B dans un paradis fiscal. Accumuler les dépenses dans la société A et les bénéfices dans la filiale B. L'impôt taxant les bénéfices et les vôtres étant sur un territoire peu ou pas imposé, c'est tout bénef. Prenons Apple par exemple. Aux États-Unis, les bénéfices sont taxés en moyenne à 35%. Mais quand un Américain achète un produit pomme, une grande partie de la vente part en Irlande. Apple États-Unis reverse en effet d'énormes royalties à sa filiale irlandaise, car c'est elle qui détient la marque et les brevets. Cette filiale a surtout négocié un taux d'imposition de 2% avec le fisc irlandais. Ensuite, elle n'a plus qu'à transférer les bénéfices restants dans un paradis fiscal, car en Irlande, les transferts d'argent ne sont pas taxés si le propriétaire est à l'étranger, tout simplement. Du coup, certaines îles lointaines deviennent de grands investisseurs mondiaux. En 2011, l'île Maurice était ainsi le premier investisseur étranger en Inde. Elle y aurait investi plus de 8 milliards d'euros, 72% de son PIB. Cette évasion fiscale, pourtant parfaitement légale, a de sérieux impacts sur les économies réelles.
Mais pour revenir au lobbying, en fait, ce que j'ai vécu à Bruxelles, il paraît que c'est normal. Et donc il y a 3000 policy managers et 30 000 lobbyistes. Alors, tous les quarts d'heure, ils frappaient à ma porte et ils venaient au nom de l'industrie chimique, etc., du gaz, de toutes les grandes branches. À chaque fois que vous tapez sur votre bouton pour voter, en fait, il y a un lobby derrière. Et donc, l'Europe est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est une zone grise, on ne sait pas qui achète qui. Ce qui est certain, ce que j'ai vu, moi, de mes yeux vus, c'est qu'en fait, les commissaires sont des futurs lobbyistes et les lobbyistes sont des futurs commissaires. Donc il y a un mélange des genres qui porte à la prise illégale d'intérêt. « 800 millions de consommateurs pour un marché qui représente plus de 25% du produit intérieur brut mondial. Bienvenue dans la plus grande galerie marchande du globe, l'Europe. Mais avec ses normes, ses lois, ses barrières douanières, l'Europe reste un marché plutôt protégé et certains aimeraient bien le voir s'ouvrir totalement au monde. Permettre le libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, voilà l'objectif du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, aussi appelé TAFTA. Les négociations étant en cours, les documents relatifs à TAFTA ne sont consultables que dans quelques salles sécurisées où tout emprunt et prise de notes sont formellement interdits. Chut, ils négocient. Dès novembre 2011, un premier groupe de travail réunit les représentants des États et des entreprises américains et européens. Regardons plus précisément qui vient conseiller ces négociateurs. Pour plus de 90%, il s'agit d'entreprises, donc du secteur privé, contre moins de 6% pour les représentants de la société civile, ONG, associations de consommateurs ou syndicats. L'harmonisation des normes commerciales. Voilà l'un des enjeux majeurs de TAFTA. Dans le concret, cela veut dire aligner les règles. Pour les voitures, si les normes nationales imposent 2 tailles de pare-chocs différentes, il faudra en choisir une. Mais prenons l'agroalimentaire. OGM, bœuf aux hormones, poulet au chlore, les règles sont bien différentes des deux côtés de l'Atlantique. Là aussi, TAFTA harmonisera tout cela avec un objectif clair, favoriser le commerce.
Non seulement le traité prévoit l'ouverture totale du marché européen, mais mieux, TAFTA inclut un outil pour s'en assurer, les tribunaux arbitraux. Une justice à sens unique où n'importe quelle entreprise peut attaquer un État et jamais l'inverse. Ce sont ensuite des arbitres qui tranchent le contentieux. Et ces tribunaux arbitraux sont déjà en place ailleurs. Philip Morris a ainsi déjà attaqué l'Uruguay et l'Australie pour des campagnes anti-tabac qu'il considère discriminatoires. Les deux pays risquent des amendes de plusieurs milliards de dollars. Idem pour Lone Pine Resources, un gazier américain qui réclame plus de 220 millions de dollars au Canada. Pourquoi? Parce que le Québec a signé un moratoire interdisant, au nom de la protection de l'environnement, l'exploitation des gaz de schiste dans sa province. Devinez qui siège dans ces tribunaux arbitraux? Les arbitres, neutres bien sûr, ou pas. On y trouve aussi des avocats d'affaires habitués des intérêts industriels et même des lobbyistes, comme Daniel Price, ancien conseiller de l'ex-président George Bush et grand défenseur de Monsanto. En lisant ces documents que finalement la priorité est donnée aux intérêts des grandes entreprises au détriment de notre environnement, au détriment de notre santé. L'idée c'est de faire table rase de tout un tas de normes et réglementations qu'on a construites en Europe au cours des dernières années. Et la nouveauté dans ce document, c'est que pour la première fois, on peut consulter, on peut avoir un accès à la position américaine qui jusque-là était gardée très confidentielle, et on se rend bien compte que les Américains font table rase complètement de toutes les questions environnementales ou sanitaires, que la priorité c'est le développement de l'économie américaine et que systématiquement les grandes entreprises, l'industrie de la chimie par exemple, l'industrie de l'agroalimentaire, elle est consultée en permanence sur ce texte-là, alors que nous, citoyens européens et citoyens américains, sont totalement privés d'un accès à ces négociations. Les États-Unis veulent faire table rase du principe de précaution et veulent dire on va lancer ces produits sur le marché européen et on verra bien quelles conséquences sanitaires ça a ensuite. Mais c'est pas possible, on peut pas fonctionner comme ça. Et on sent bien que les États-Unis veulent simplement que les normes américaines soient reconnues au même niveau que les normes européennes, sans travailler un compromis, sans essayer. Donc ça va tout simplement tirer tout ce qu'on a construit, notamment en Europe au cours des dernières années, ça va tirer tout ça vers le bas.
Et on va se retrouver aujourd'hui avec un marché totalement ouvert, mais avec des produits dont on ne contrôle rien en termes d'impact sur l'environnement et sur notre santé. Je dirais l'idée dans la publication de ces documents, c'est que tout le monde puisse avoir son propre jugement. Jusque-là, c'est vrai que c'était très compliqué d'avoir son propre jugement sur ce document qui était secret, qui était confidentiel. Comme son homologue américain, le TAFTA, cet accord entre l'Europe et le Canada est dit de nouvelle génération, car en plus de faciliter les échanges commerciaux, il prévoit des normes communes entre ces deux zones. CETA, ça veut dire Comprehensive Economic and Trade Agreement, ou Accord économique et commercial global. Dit comme ça fait rêver, on achèterait presque. Mais attention, pas à n'importe quel prix. Car le CETA risque de nous coûter notre démocratie, notre alimentation, notre santé, notre agriculture et le climat. Mon point de vue sur ce qui se passait et le sentiment que j'avais sur ce qui se passait à l'extérieur, c'était tout simplement, on s'en fout de ce qui se passe à l'extérieur. On s'en fout de savoir s'il y a des gens qui n'ont pas à manger à la fin du mois, s'il y a des gens à qui on fait du mal par les opérations qu'on initie. On est dans une bulle et on est conditionné à ça. On est élevé à ça dès tout petit. On est dans un vase clos où on vous apprend dès votre entrée que les émotions n'ont rien à faire dans une salle des marchés et que les autres, on s'en fout. Donc à force d'être répété au quotidien, à force qu'on vous apprenne et qu'on vous inculque que le seul point important c'est de faire de l'argent quel que soit le moyen, vous finissez par être lobotomisé et conditionné à ça et à perdre petit à petit toutes vos émotions. Quand j'ai fait de l'argent sur des attentats à Londres, ma première réaction, j'étais encore bébé trader, j'ai eu un walker. Voilà, quelques années après, j'aurais vécu le même événement, je pense que je n'aurais même pas eu ce walker. Voilà, j'ai vu des gens faire de l'argent sur
des crises, espérer qu'il y ait d'autres attentats, espérer que des guerres éclatent, espérer qu'une crise éclate. Moi, typiquement, en 2007, j'ai fait pour compte de la banque 1,5 milliard d'euros sur la crise des subprimes. Voilà. Et mes chefs étaient contents et j'étais félicité pour ça parce qu'on me disait tu fais ton job. Et on finit par perdre pied avec la réalité, pied avec ce que les gens subissent. Et on se dit j'ai fait ce que je devais faire. Moi, j'ai pris conscience du mal que j'avais pu faire à mon échelle en participant à ce système-là. Et je suis content aujourd'hui d'en être sorti. Et je sais qu'aujourd'hui, je n'ai absolument plus aucune envie de participer à ce genre de système.